Je remercie Simon, je remercie l'équipe de Birth of Studies Institute de m'avoir invité, de me donner l'occasion de mettre à plat ma pensée, parce que je pense que des moments de partage comme ça, ce sont des occasions pour soit même aller pousser plus loin les réflexions dans lesquelles nous sommes. Et donc, ce que je vais vous présenter ici n'est pas du tout un aboutissement. Ce sont des questions, je pense, comme vous l'avez fait jusqu'ici, des ouvertures. Et donc, je serais bien heureuse d'en discuter avec vous lors de la discussion qui va s'en suivre. Alors, bien, je vais me permettre de me présenter parce que ma croyance est qu'il est important de partager d'où l'on vient pour qu'on puisse comprendre à partir d'où on situe notre propos. Et donc, je suis anthropologue. Et je vais ici citer un anthropologue assez connu qui est Clifford Geertz et qui dit: si l'on veut comprendre ce qu'est une science, il faut se tourner en premier lieu non vers ses théories ou ses découvertes, il faut observer ce que font ces praticiens. En anthropologie, du moins en anthropologie sociale, ce que font les praticiens, c'est de l'ethnographie. Alors l'ethnographie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'idée d'observer de manière directe, de manière continue, dans un processus assez lent en fait, des groupes humains, des minuscules, avec lesquels on entretient un rapport personnel. Et donc l'anthropologie ne se définit pas par un objet empirique, mais bien par une spécificité qui est liée à son mode de connaissance, qui est donc qui est élaboré à partir, à proximité des groupes avec lesquels on travaille. Et donc l'empirie est réellement un gage de scientificité de l'anthropologie. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours en anthropologie sociale, l'idée n'est loin de là mon idée ici, mais plutôt comme il est question ici dans le courant de cette journée d'études de production de connaissances, il me semble nécessaire de comprendre, donc comme je le disais, mon ancrage disciplinaire et dès lors les modalités d'accès au savoir dans ma discipline depuis là où je suis. Et donc, en anthropologie, comme vous l'avez compris, l'expérience de terrain mobilise toute l'intelligence, mais aussi la sensibilité du chercheur. Et là, je vais citer un autre anthropologue, qui est François Laplantine, qui dit « Nous construisons ce que nous regardons à mesure que ce que nous regardons nous constitue, nous affecte et finit par nous transformer. » Alors toutefois, l'enquête en sciences sociales, ainsi qu'aussi des écrits scientifiques qui vont en résulter, et qui rendent compte de l'expérience du coup de terrain, reste souvent ancré dans une vision qui est polarisée du savoir, entre le savoir qui est légitime, rationnel, intelligible, et le savoir d'autre part, qui est un savoir sensible du corps, à la limite aussi du disciple parfois, qui comprend l'affect, l'affect par le corps aussi, et le savoir de l'expérience vécue. Et qui permet justement, or ces savoirs nous permettent justement d'éprouver le terrain par notre travail de communication, de communiquer avec l'autre, et cela constitue les matériaux essentiels de nos recherches. Alors, à nouveau encore, dans l'idée de me présenter, de savoir à partir d'où je parle, je voudrais brièvement vous parler de mon parcours dans la recherche. Alors, dans le cadre de mon doctorat, mes recherches ont porté au Guatemala. On n'est pas encore à Bruxelles ici, donc je m'éloigne et j'y reviendrai. Donc mes recherches ont porté au Guatemala sur des questions de catastrophes et de déconstruction socio-naturelle de ces phénomènes, depuis les courants de pensée d'une part d'écologie politique, mais aussi d'anthropologie des systèmes symboliques. Ensuite, dans le cadre de mes post-doctorats, j'ai complété cette question d'analyse des vulnérabilités et des risques par l'analyse des marges de résilience plutôt sur des terrains toujours éloignés, et qui affrontent des menaces hydroclimatiques importantes, comme à Cuba et aux Philippines, donc des endroits dans lesquels j'ai résidé pour faire mes recherches. Et alors, ça fait maintenant depuis environ 7 ans que j'ai relocalisé, reterritorialisé mes recherches en Europe. Et elles ont comme objet, alors, d'une part, l'analyse agroécologique. Ils ont par exemple travaillé sur les questions de durabilité des installations maraîchères dans les régions urbaines et périurbaines, et aussi sur les questions de verrouillage des systèmes semenciers. Et plus largement, je travaille aussi sur les questions de transition écologique, entre autres sur les questions d'économie circulaire.
Alors, le traitement des questions, vous allez vous dire, c'est quoi tous ces liens avec, dans ces différents terrains de recherche? Mais pour moi, le traitement de la thématique des transitions, et je souligne bien hein, cette notion plurielle, parce qu'il n'y a pas, pour moi, ça ne renvoie pas à une réalité homogène, la transition, ni à un projet qui est consensuel. Mais cette thématique constitue un approfondissement empirique d'un sujet qui est abordé depuis le début de mes recherches, c'est-à-dire réfléchir sur les transitions écologiques et anthropologiques afin d'anticiper des menaces certaines et apprendre à vivre à l'ombre des catastrophes écologiques. Alors, pour des considérations d'une part écologiques, mais aussi familiales, ce basculement que j'ai opéré de ce que l'on pourrait qualifier d'une anthropologie sur des terrains dits exotiques vers une anthropologie du proche, en fait, c'est avéré pour moi nécessaire parce que mes terrains lointains ne me permettaient plus de m'engager dans l'acte de coproduire des connaissances au-delà de ces espaces-temps de terrain avec les personnes avec lesquelles je travaillais. C'est-à-dire quand je partais en mission, c'était au départ, j'ai vécu pendant presque 3 ans au Guatemala, mais quand je retournais sur mes terrains dits exotiques, je partais pour environ 3 semaines, 1 mois, puis je revenais, etc. Mais cette non-résidence, entre guillemets, sur ces terrains-là ne me permettait pas de tisser, de pouvoir être dans une dynamique, comme je disais, de co-construction presque au quotidien. Et donc choisir pour moi de vivre dans un certain environnement, qui est ici Bruxelles, c'est un environnement dans lequel je me déploie comme chercheuse, comme citoyenne, bien évidemment, mais avec l'espoir aussi que mes recherches puissent avoir un impact, tant bien sûr sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan sociétal. Et donc ça impose une posture de chercheur, selon moi, qui ne peut pas être hors sol. Ça demande un ancrage qui est particulier dans un territoire, dans une histoire, et dès lors de développer des compétences et des réseaux spécifiques. Alors on y vient à cette fameuse question qui a été remise sur le précédent slide des collègues de l'Open Lab, et donc qui était la question, dont un extrait de l'abstract de la journée d'études, je vais la reprendre telle quelle. Donc il sera question lors de cette journée d'études, des opportunités, des défis, mais aussi des difficultés liées à la participation citoyenne, à la construction des savoirs sur la ville. Alors permettez-moi de faire l'examen plus approfondi de ces quelques mots, parce que je pense que ça pourra aboutir à une reformulation de cette question, et ça me semble important. Parce que la difficulté se situe-t-elle vraiment au niveau de la participation citoyenne des savoirs sur la ville ? Pour moi, si le savoir est compris au sens d'acte de savoir, les savoirs étant issus des expériences du sujet en relation avec les autres, aussi avec son environnement, bien évidemment, les citoyens participent activement et quotidiennement à la construction des savoirs de leur ville. Et donc, selon la définition qui est englobante, qui est retenue par Christian Jacob, les savoirs constituent l'ensemble des procédures permettant de donner sens au monde et d'agir sur lui dans la multitude de ces dimensions, qu'il s'agisse du monde matériel ou vivant, du monde visible ou invisible, du temps ou de l'espace, du monde naturel ou vivant. Et donc, je vais me permettre de reformuler ces opportunités, ces défis, ces difficultés qui ont été énoncées dans l'abstract, et je le formulerai de cette manière, mais on pourra le refaire ensemble. Ce sera la formulation suivante. Comment faire rencontrer et dialoguer les savoirs citoyens, et on pourrait dire les savoirs des gens, avec les savoirs dits conceptuels, scientifiques, pour produire des connaissances inédites. Et là réside pour moi un enjeu qui est celui des recherches dites participatives, en co-création, transdisciplinaires. C'est-à-dire que les acteurs qui s'engagent dans ce type de recherche sont convaincus, et je crois qu'on en fait tous partie si nous sommes ici, de la plus-value de ces recherches participatives. Et nous aurons l'occasion cet après-midi d'entendre, je pense, un nombre d'exemples de certaines expériences en cours ou ayant lieu à Bruxelles. C'est-à-dire qu'un mode de recherche qui vise à concilier l'expertise scientifique issue de différentes disciplines avec l'expertise extra-scientifique dans un même processus de production de connaissances. Alors, je voudrais relever ici 2 défis pour moi de cette mise en dialogue, de cette mise en rencontre entre savoir citoyen et savoir scientifique pour produire des connaissances donc inédites.
Un premier, c'est celui de rompre avec les logiques classiques et l'hypothèse d'une seule réalité. Bien plus qu'une juxtaposition de savoir, dans les recherches dites transdisciplinaires, participatives, on ne va pas chipoter sur les mots là aujourd'hui, c'est pas le mot. Il s'agit de la production de connaissances inédites, donc comme le préfixe trans l'indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline. Donc le défi n'est pas seulement pratique, donc c'est pas seulement intégrer des connaissances non académiques avec des connaissances académiques, mais c'est aussi épistémologique, c'est-à-dire que c'est sous cette forme, dans ce qu'on entend dans la forme forte de la transdisciplinarité, il s'agit de rompre avec la logique classique et l'hypothèse d'une seule réalité. Alors, je vais prendre un exemple de nouveau situé dans un terrain loin, enfin pas de nouveau, mais je vous ramène au Guatemala, dans lequel j'ai fait mes recherches dans mes débuts de carrière de chercheuse, dans l'altiplano guatémaltèque, dans une petite ville urbaine. Ma recherche a pu témoigner de différents discours au sujet des raisons de glissement de terrain qui avait lieu après le passage d'un ouragan, l'ouragan Stan, en 2007. Ici, vous voyez un dessin d'un enfant qui redessine les glissements de terrain qui ont lieu sur la ville, là en bas. Et alors, c'est assez fascinant d'entendre les différents discours qui essayaient de comprendre les raisons. Alors, je vais reprendre les discours scientifiques, qui étaient notamment de parler des problèmes de déforestation, c'est-à-dire que la frontière forestière reculant davantage, les montagnes on est ici dans un terroir volcanique, donc avec une terre extrêmement friable, en fait, ça facilite le glissement de terrain, tout simplement. Une urbanisation extrêmement chaotique, etc. Et donc, les scientifiques venus, notamment pour réaliser des cartes de gestion de risque pour la ville, ont pu témoigner de différents problèmes, etc., à l'origine de ces glissements de terrain. Si on se tourne vers les habitants ou les citoyens avec lesquels je travaillais également, il y avait d'autres raisons qui étaient manifestées, et notamment la colère divine, pour essentiellement les tenants de religions dites plutôt monothéistes, mais aussi pour d'autres, pour qui, comme ils le disent, pour reprendre cette expression, le sang maya coule toujours dans leurs veines. Il s'agissait de ne plus avoir pris suffisamment soin des montagnes qui les entouraient, et donc de ne plus avoir suffisamment réalisé de rituels coutumés à l'intention de ces montagnes-là. Alors on entend bien que l'explication de ces phénomènes de glissement de terrain sont assez différents, mobilisent différents registres d'explication. Alors ça ne veut pas dire que les citoyens, on ne va pas prendre pour des idiots, ils ont bien aussi vue sur les problèmes de déforestation, etc. Mais ils ont une sorte de juxtaposition de ce rapport au monde ontologique. Et donc c'est ces différentes réalités qui se superposent, dont j'ai pu rendre compte dans le cadre de mes recherches. Et donc, comme je disais, parfois, différents rapports à la réalité qui se superposent dans le chef même de certaines personnes. Et donc, une chose, bien sûr, est d'acter ces différents rapports au monde, comme j'ai pu le faire, mais une autre est celle de faire un second pas, je l'appellerai comme ça, c'est-à-dire de travailler ensemble autour de ces réalités distinctes, d'échanger des savoirs, les faire fructifier. Et pour moi, c'est le réel défi des recherches transdisciplinaires. C'est-à-dire, dans le cadre de mes recherches au Guatemala, je suis restée un peu sans voix, interdite, à essayer de faire dialoguer les scientifiques qui, en fait, ne voyaient juste ces populations locales comme des ignares qui en fait, ne voulaient pas appliquer les cartes de gestion de risque qu'ils avaient réalisées. Et donc là, on arrive à ce que je voudrais proposer comme deuxième défi épistémologique, celui de faire circuler, d'activer et d'approprier des savoirs. Et donc de mettre en lien ces pratiques concrètes et les savoirs dits savants. C'est-à-dire, pour moi, c'est cette boîte noire qu'il est intéressant d'interroger, car c'est celle de l'action, de la construction, de l'activation, de l'expression, du partage, et plus généralement de la circulation des savoirs dont il est question, et dont il m'était rendu possible, du moins, je voyais une impasse quand je faisais mes recherches, alors au Guatemala. Et donc l'action, je la comprends ici comme l'articulation de l'individuel et du social, c'est-à-dire dans les échanges avec les autres, en interaction avec l'environnement, qui ne constitue bien sûr pas un cadre passif, mais un rapport à un espace-temps qui est construit par des pratiques et des négociations d'acteurs dans un processus d'activation, d'appropriation de savoir.
Et donc, comme je disais, je pense que c'est là que se situe tout notre laboratoire de recherche. Alors, il n'y a pas d'équation magique. Je pense qu'on a tous des propositions, on a tous des expériences différentes. Et je pense néanmoins que de la part des scientifiques universitaires, il est intéressant de susciter des possibles, de susciter des opportunités, tout comme de la part des acteurs sociaux, des citoyens, parce que les universitaires sont aussi des citoyens, mais je dirais des acteurs sociaux sur le terrain. Il est nécessaire d'interpeller, de formuler des demandes aux chercheurs. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur une humble expérience à partir d'un projet Ultratri, que Xavier Leven connaît ici assez bien, et de voir comment, ici je n'ai tiré que 2 fils, mais il y en aurait bien davantage. Je n'arrivais pas, avec le layout, de proposer, essayer de faire un design je avais envie de faire une pelette de laine avec plein de fils qui se dégageaient, etc. Mais je voudrais vous expliquer en quelques minutes comment, à partir de ce projet de recherche qui a été donc financé par Innoviris, dans le cadre de l'appel Co-Create, dans le cadre du premier appel en fait Co-Create en 2015. Alors peut-être même à la genèse même du projet, juste vous réexpliquer, et ça fait le lien avec mes projets de recherche dits dans des terrains exotiques. J'avais commencé à faire des recherches à Aaren auprès de populations ayant migré en Belgique et d'originaires de milieux ruraux et qui, dans le cadre de la ville ou du périurbain, créaient des potagers pour alimenter leur panier ménager. Et de Aaren, de rencontre en rencontre, j'ai abouti à Anderlecht, à la Maison Verte et Bleue, et après plusieurs visites, des travailleurs de la Maison Verte et Bleue m'a interpellé en disant en fait on voudrait monter un projet de recherche. Et donc lui m'a fait part des questions qu'ils avaient au sein de la SBL. Donc c'est la première fois que j'étais réellement interpellée en disant on a besoin on aurait bien d'une anthropologue avec qui on puisse dialoguer. Et du coup, à l'époque, c'est comme ça que le projet a commencé à se monter en fait, sans savoir que cette opportunité allait me permettre de pouvoir faire de la recherche, d'être salarié en fait dans le cadre de ce projet-là. Et donc, de fil en aiguille, avec la Maison Verte et Bleue, on finit par s'associer aussi avec l'espace test agricole Graines de Paysans. On monte Ultratri, nous avons la chance d'être financés pendant 4 ans, et de réfléchir sur les questions de viabilité du maraîchage dans la région urbaine et périurbaine à Bruxelles. Alors, au terme de ce projet-là, des moult délivrables, etc., etc. Mais ce n'est pas le terme de ce projet-là qui me semble intéressant, et c'est là-dessus aussi que je pense qu'il est intéressant d'interpeller nos universités. C'est sur les processus d'évaluation de nos recherches qui ne se situent bien au-delà, me semble-t-il, de nos articles dits scientifiques, mais c'est aussi qu'est-ce qui va s'en dégager sur le plan sociétal. Et donc, je voudrais, donc, comme je vous disais, citer deux éléments qui sont apparus, deux événements, pour les nommer comme ça. D'une part, il y a eu des interpellations. Nous avons travaillé dans le cadre du Ultratri, notamment les questions de multidimensionnalité, ou on les appelait modèles hybrides, en fait, pour démontrer comme quoi la production au sein des villes, les productions agricoles au sein des villes, il y avait bien sûr une dimension de production qui était intéressante, mais c'est aussi tout ce qu'elle générait, donc de rencontres citoyennes, de développement de compétences, de pédagogique, etc., etc. On en a fait une note d'interpellation politique. On a fait notamment une courte vidéo, etc., etc. Et 2 années après, une année et demie après la fin d'Ultratri, eh bien, des acteurs de terrain, dont certains qui avaient travaillé au sein d'Ultratri, mais qui se développaient dans d'autres associations, on poursuit en fait cette dynamique politique, cette réflexion et interpellation auprès des pouvoirs politiques bruxellois. Et on crée notamment un mémorandum pour l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, il existe une fédération pour l'agriculture urbaine, etc. Et ce mémorandum s'est notamment reposé sur le travail de plaidoyer qui était réalisé au sein d'Ultratri. Et donc, je ne veux pas dire du tout que l'Ultratri serait le seul à la genèse, notamment de ça, mais ça a été, je pense, des éléments clairement manifestés, notamment des paragraphes parfois entiers de nos projets qui ont été repris. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a l'idée on est vraiment aussi dans ces réflexions d'open source, de dire, mais tiens, voilà, on fait émerger des recherches, de la connaissance dans le cadre d'un projet, et c'est là, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire il va se poursuivre dans d'autres espaces, ici certains dans un volet plus politique, d'autres ici, par exemple, là je voudrais mentionner la question plus spécifique de l'agriculture sociale, va être reprise par une ASBL, celle qui m'a sollicité
4 ans après la fin de l'Ultra-Tri, en disant voilà, on voudrait réaliser une recherche plus approfondie, parce qu'ils avaient développé un pôle recherche dans le cadre de leur association sur les questions d'agriculture sociale, qui était aussi un élément au sein de notre projet Ultra-Tri. Et donc, avec eux, j'ai été ressuscitée pour travailler sur certaines questions. Et on a remis en place tout un protocole de recherche qui, eux, les intéressait dans le cadre de leur refinancement cadre de leur association. Et puis, moi, m'intéressait dans la poursuite de mes propres recherches. Donc, c'est en ça que je veux dire comment on peut, à partir de la genèse et la reformulation, l'interpellation de certaines associations, pouvoir laisser en fait vivre et poursuivre la recherche, le chemin de ces recherches-là. Alors, et pourquoi? Mais parce qu'un des objectifs, bien sûr, c'est de produire des connaissances scientifiques qui ne se limitent pas au monde universitaire. Et là, oui, parce que l'empowerment du monde universitaire et au-delà, la connaissance scientifique ne peut pas se limiter à ce monde universitaire, mais doit avoir un effet de renforcement de nos sociétés. Appadurai, qui est un spécialiste indien des médias et des études culturelles, il appelle à repenser la recherche au-delà des murs d'université. Il propose que nous pensions la recherche en termes de droit aux outils par lesquels tout citoyen peut accroître systématiquement le stock de leurs connaissances considérées comme les plus vitales pour sa survie et en tant qu'être humain, et pour ses revendications en tant que citoyen. Et alors, pour arriver à cela, je suis un peu perdue au niveau du timing, parce que le timing a commencé... J'ai le temps encore un peu. OK. Pour en arriver à cela, il me semble que c'est important d'être conscient du contexte de l'économie politique du savoir. C'est-à-dire que s'ouvrir à l'économie politique du savoir, c'est élargir sa conscience sur les enjeux de pouvoir, les asymétries structurelles qui existent au sein du monde de manière générale, mais aussi au sein du monde académique plus spécifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur les enjeux de connaissances, mais aussi sur des enjeux sur les pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux aussi au sein même de l'académie et bien sûr en dehors de l'académie. Et donc le travail scientifique au sein de l'académie, c'est un travail comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est amenée sur la positionnalité des chercheurs et des chercheuses, bien évidemment. Il y a des questionnements à avoir sur cette dite remise en cause de la neutralité du savoir, la neutralité de l'université, etc. Et donc, il y a bien sûr des questions d'hiérarchie, des pouvoirs, etc. Et notamment, question à voir, et c'est en là qu'on peut parler pour moi d'économie politique du savoir, c'est ce fameux chemin de production scientifique qui est parcouru. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la chaîne de production de savoir, quand on est à l'université, on doit trouver des financements pour faire nos recherches. On doit, pour cela notamment, pour pouvoir et tenter d'avoir un positionnement stable, c'est avoir un CV, surtout en termes de publication. Notre enseignement est peu, mais je crois de plus en plus pris en compte, quand même. Mais du coup, en termes de publication, c'est le choix des revues dans lesquelles on va publier, qui vont même soumises à un peer reviewing, donc à des relectures. C'est les rankings de nos revues. Nos rankings de revues dépendent aussi des rankings de nos universités. Donc il y a une chaîne de production de savoir dans laquelle nous sommes, nous en tant que scientifiques, aussi pris, et qui n'est pas sans avoir des impacts sur nos engagements possibles et les marges de liberté aussi, les marges que nous avons à vouloir nous engager dans des projets, notamment transdisciplinaires, qui prennent souvent beaucoup de temps. Vous êtes façon de savoir dans termes de réunions, en termes d'ajustement de nos questions, en termes d'ajustement parfois juste de vocabulaire, d'usage, etc. Et une autre question en termes d'économie politique du savoir, mais est-ce que la pluralité des savoirs va pouvoir être présentée ici, va pouvoir être au sein notamment des universités, etc. Et à mon sens, il s'agit dès lors de défaire intentionnellement des pratiques, des affirmations et des institutions qui reproduisent des rapports asymétriques de pouvoir dans la société et au sein des universités. Mais aussi, il s'agit de construire des manières alternatives, des espaces, des réseaux et des façons de produire de la connaissance.
Je vais reprendre ici une citation de Grossfogel qui dit, pour moi c'est une citation qui témoigne de ce rapport de pouvoir, de ces hiérarchisations de savoir qui sont en cours aujourd'hui au sein des universités. Il dit, dans les universités occidentales, les connaissances produites par d'autres épistémologies, cosmologies et visions du monde provenant d'autres régions du monde aux dimensions spatio-temporelles diverses et caractérisées par une géopolitique de la connaissance différente, sont considérées comme inférieures par rapport aux connaissances supérieures produites par quelques hommes occidentaux de 5 pays, à savoir l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, qui composent le canon de la pensée dans les sciences humaines et sociales. Alors Grossfogel se situe dans un courant de pensée qu'on appelle le decolonial turn, c'est-à-dire qui apporte une critique épistémologique sur les savoirs et tente de démontrer que nous sommes encore empreints de savoirs. C'est caricatural, hein, bien sûr. On sent bien qu'il y a des mouvements sociétaux vont bouger les lignes, mais que les savoirs sont produits largement par des hommes blancs issus de classes sociales favorisées, etc. Et donc, ce decolonial turn est une réelle invitation à mener une critique de la production de savoir et de sa diffusion, bien sûr, une critique du monde académique actuel, notamment des méthodes de recherche, de nos enseignements aussi, pédagogie, des infrastructures, des symboles, de la culture de travail, mais aussi de l'embauche. Qu'est-ce qui fait un bon CV d'un bon chercheur aujourd'hui? Est-ce que c'est, comme je le disais, des chercheurs dits hors sol qui ont fait des études, qui ont fait de multiples recherches, enfin de multiples séjours internationaux, mais qui en fait n'auront peu d'ancrage dans des réseaux sociaux? Si l'idée est de s'impliquer dans des recherches transdisciplinaires, il est ma foi compliqué. Cela souligne aussi, comme je disais, des enjeux épistémologiques, mais parfois aussi de violence épistémologique, c'est-à-dire qui nous allons écouter, à qui nous donnerons la parole. Et donc, il s'agit, le decolonial turn a pour viser aussi de démontrer combien le savoir est façonné par la situation et par des intérêts de certains groupes dominants. Et donc, les universités là-dedans sont, je pense, à considérer comme des sites de lutte envers ces différentes inégalités épistémologiques, dans une visée transformatrice, évidemment. Alors, je voudrais proposer des pistes, en fait, pour décoloniser la recherche, mais qui ne sont que quelques pistes, et ce sera peut-être l'occasion, dans le cadre de la suite du débat, que vous ameniez vous-même votre pierre à l'édifice. Mais donc, décoloniser les sciences, je peux parler du côté des sciences sociales, hein, après peut-être qu'il y a des personnes qui sont issues d'autres sciences qui pourront en rajouter, mais implique donc une praxis de recherche spécifique qui est d'une part caractérisée par, si on reste dans une recherche un peu plus classique, hein, par une réflexivité, devrait être caractérisée du moins, alors si on veut déjà se cantonner dans une recherche un peu plus classique, mais par une réflexivité tout au long du processus de recherche, c'est-à-dire qui finance cette recherche, qui détermine la question de la recherche, qui parle au nom des sujets de la recherche et quelle est sa relation avec eux et avec elles. Autre piste, alors quand on est, comme la plupart des acteurs ici réunis, quand on travaille sur des collaborations, de co-construction de savoir, de recherche-action avec un impact que l'on souhaite concret, de recherche active, de changement, etc. Voilà, pour moi, c'est déjà en soi, c'est déjà une piste qui est tendue. Et par exemple, tous ces projets de citoyens scientifiques, hein, dont certains il sera question cet après-midi. Une autre piste, c'est celle de la réciprocité, de la proximité, on pourrait même dire, contrairement au paradigme de la recherche dominante, qui valorise la distance entre le chercheur et les personnes recherchées, en raison notamment de cet idéal dit d'objectivité. Autre piste encore, d'inclure l'ouverture à d'autres modes de connaissance contre ce focus dit moderne de rationalité. Et bien sûr, autre piste, c'est de repenser le champ académique au-delà des murs de l'académie. Et tout ça, et je terminerai là-dessus, avec l'idée de canaliser la collectivité créative pour former des nouvelles relations sociales autour et au-delà de nos données scientifiques. Et j'ajouterais même avec cet objectif aussi d'humilité de la part des chercheurs. Voilà, je vais terminer là-dessus.
et je vous remercie pour votre attention.